Ah là 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 là. Ant-Man et la guêpe, Quantumania, ou plutôt devrais-je dire Kang, le conquérant, parce que selon moi, si tu enlèves Kang, y a pas de film. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui pour la vidéo qu'ai-je pensé de Ant-Man et la guêpe Quantumania. Et globalement c'est quand même plutôt négatif dans l'ensemble, même si évidemment je vais beaucoup parler des points positifs, qui sont assez importants je trouve quand même, mais c'est vrai que dans l'ensemble, on s'attendait quand même à mieux. Comme d'habitude, évidemment, je vous propose de vous donner mon avis, ce que j'ai pensé de ce film-là, Ant-Man 3, à commencer évidemment par un avis général et global sur le film. J'avais mis comme premier point que c'était un début de phase semi-convenable, mais quand on regarde un petit peu tout ce qu'on a comme programme depuis 2021, depuis la phase 4, on peut pas juste se satisfaire d'un film comme Ant-Man 3 pour lancer une nouvelle phase, en fait. Donc, globalement, non, ce n'est pas un bon film pour lancer la phase 5 du Marvel Cinematic Universe, parce que trop décalé, parce que trop humoristique, parce que pas assez travaillé au scénario. Pour lancer une phase avec un méchant aussi emblématique, on aurait dû avoir autre chose. Kang, oui, mais pas avec Ant-Man. Peut-être un Kang présenté avec, je sais pas, des Gardiens de la Galaxie, peut-être avec des Avengers d'un autre univers. Parce que selon moi, présenter Kang avec le film Ant-Man, pour le coup, c'était pas une bonne idée. Ça aurait été par exemple beaucoup plus intéressant si Loki saison 2, à la place d'être une série, aurait été un film. Là, ça aurait été peut-être un peu plus impactant quand on voit la qualité, notamment, de la première saison. Donc, non, ce n'est pas un début de phase 5 convenable, du moins de mon point de vue, et malheureusement de la plupart des gens aussi d'ailleurs, même si je ne conseille évidemment pas d'écouter l'avis des autres. Je préfère vous dire d'aller vous faire votre propre avis sur le film, puisqu'évidemment, on ne voit pas les films de la même manière. Cela étant dit, je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur opus de la saga des films Ant-Man, même si j'ai un gros coup de cœur pour le premier, qui était vraiment, je trouve, une grosse prise de risque, parce que présenter le personnage de Ant-Man dans live action, c'était quand même assez compliqué. Je trouve que le premier film s'en sort très bien encore aujourd'hui. Le personnage de Kang, le conquérant, vole la vedette. Le film pourrait littéralement s'appeler Kang, tellement tout ce qui est en dehors de lui n'a aucun impact sur le film et n'est pas vraiment utile. Que ce soit Ant-Man, la guêpe, Cassie, Hank, un petit peu Janet, mais globalement, l'univers d'Ant-Man n'apporte rien à ce film. Donc Kang vole la vedette, c'est vraiment le personnage principal du film Ant-Man 3. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que du coup, l'enjeu principal de cette saga du multivers est bien posé. Le méchant principal est charismatique, réussi, il fonctionne très bien de ce qu'on a vu pour le moment. La menace, elle est présente et on le ressent pour le coup. Et dernier point dans mon avis global, 2 scènes post-génériques, dont une masterclass, sûrement la meilleure de toutes les scènes post-génériques qu'on ait jamais eues jusqu'à maintenant, il faut le dire. Elle est quand même vachement stylée, elle apporte beaucoup d'éléments de réponse et elle donne une nouvelle grosse hype au MCU qu'on n'avait pas eu depuis Avengers Infinity War entre autres. Donc, c'est pas un mauvais film, c'est un bon divertissement, malheureusement pas vraiment accompagné par des enjeux intéressants, souvent noyés par des VFX plus que médiocres, mais cela dit sublimé par l'acting de Jonathan Majors. Donc on est un peu dans un entre-deux un peu bizarre, un début de phase qui ne va pas plaire à tout le monde, mais j'ai envie de vous dire, allez vous faire votre propre avis au cinéma avant de regarder des critiques. Selon moi, c'est très important. Et évidemment, alerte spoiler, je vais spoiler le film, donc si vous n'avez pas vu ce film-là, allez le voir et ensuite revenez voir cette vidéo. Traitons de l'intro du film, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette intro. Un point que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que Janet soit une des raisons majeures au fait que Kang le Conquérant soit de retour, notamment par sa naïveté de vouloir aider quelqu'un qui vient de se cracher dans le monde subatomique, mais surtout ce que j'ai apprécié, c'est la manière dont Kang va manipuler Janet et les différents personnages pour son avantage, pour pouvoir revenir sur le terrain
et reconquérir les mondes. Ce qui fait que nous, quand on voit Kang apparaître pour la première fois à l'écran, pour les fans en tout cas, ça nous fait grincer les dents parce que on sait très bien qui est le personnage qui se trouve devant nous, mais par contre, Janet, elle, l'ignore complètement. La menace vient d'atterrir, on en est conscient, mais pas Janet. Un autre point positif avec cette intro, j'ai bien apprécié le fait qu'on ait un background au personnage de Janet, parce qu'on avait eu malheureusement qu'une très brève apparition dans le deuxième opus, puisqu'elle apparaît à la toute fin du film. On se posait beaucoup de questions sur à la fois l'acquisition de ses pouvoirs et ce qu'elle a fait dans l'univers quantique, dans ce monde subatomique. Et bien faut dire que du coup on a été servi parce qu'elle a juste aidé Kang le Conquérant à se remettre en selle, et ça c'est quand même pas mal. Autre point plutôt positif, les enjeux globaux de la saga du multiverse, et pas du film, attention je le précise. Je trouve que les enjeux par rapport à cette saga du multivers, pour le coup, sont bien posés. On nous présente le grand méchant de la saga, qui n'est nul autre que Kang. Alors quelle version de Kang? Ben, j'ai envie de vous dire toutes les versions de Kang au final. Mais par contre, comme je viens de le dire, les enjeux du film en tant que tel, donc du film Ant-Man 3, sont pas dingues. Faut dire même qu'il n'y a aucun enjeu vraiment intéressant dans ce film. Ant-Man veut sauver sa fille, et c'est à peu près tout. Voilà, alors oui je vous l'accorde, ça nous a offert des moments d'émotion entre Cassie et Ant-Man, entre Ant-Man et la guêpe, mais à part ça, il n'y a pas grand chose et ça ne sert à rien. Mis à part les connexions dans le dialogue entre Ant-Man et Kang, vraiment pour le coup, il n'y a rien, il n'y a pas d'enjeu. C'est pour cela qu'on va évoquer les points négatifs très tôt dans cette vidéo, à commencer évidemment par le point négatif de Marvel depuis déjà quelques années maintenant et globalement du cinéma aussi, les VFX. Ce film est beaucoup trop sombre justement pour cacher un manque de travail sur la VFX, des scènes d'action trop sombres, ce qui du coup gâche complètement le plaisir à les regarder. Je pense notamment à l'attaque de l'armée de Kang sur l'un des premiers villages où arrive Ant-Man. On voit pratiquement rien, c'est très difficile de distinguer les différents personnages à l'écran, c'est quand même assez grave d'en arriver à ce stade de luminosité quand on regarde un film au cinéma. Je suis malheureusement pas surpris. Par contre, ce qui est cool, c'est que d'après les dernières annonces de Kevin Feige, ils vont ralentir la cadence de programme justement pour travailler sur ces problèmes-là de VFX et peut-être de traitement de personnages. Donc j'ai envie de vous dire oui, on va attendre plus longtemps, mais personnellement je suis prêt à attendre plus longtemps si on peut avoir des programmes plus travaillés, notamment sur la VFX à l'avenir. Donc oui, c'était très frustrant d'avoir ces problèmes-là une fois de plus dans Ant-Man, mais par contre ce qui est rassurant, c'est que Kevin Feige vient de dire hop, on va ralentir, on y va tranquille cette fois-ci, on prend plus de temps pour travailler les programmes. Pour vous dire un exemple, cette année, il n'y aura pas de série Ironheart, il y aura seulement Loki saison 2 et Secret Invasion. Oui, c'est chiant, un programme en moins, mais franchement, si on peut avoir des meilleurs VFX, moi je suis preneur. L'intrigue secondaire. Perso, je n'ai trouvé aucun intérêt aux différents peuples qui sont rencontrés dans ce film, qui m'ont d'ailleurs fait beaucoup penser dans l'ambiance aux peuples de l'univers de Star Wars. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait ce rapprochement. C'est vrai qu'il y a 2-3 moments, t'es en mode putain, mais c'est du Star Wars en fait qu'on est en train de regarder. Non, pas du tout, c'est juste un film Ant-Man qui du coup se noie un petit peu dans les intrigues secondaires un petit peu pas ouf. Je vous avoue, je n'ai pas du tout été touché par les différents peuples rencontrés. Je trouve l'intrigue secondaire pas vraiment intéressante. Par contre, ce qui est cool, c'est que je les ai vus se faire soulever par Kang, et ça, c'était stylé, parce que Kang en action, c'était quelque chose, et on va en parler beaucoup dans cette vidéo de Kang, parce que c'est vraiment le point très positif que j'ai retiré de ce film. Un troisième point négatif, celui-là, je pense que tout le monde l'a mis tellement c'est une blague, MODOK. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de la gueule de son visage? Oh putain, mais alors sur ce coup-là, Marvel, je sais pas ce que vous avez branlé. Mais alors qu'est-ce qu'il est moche. La VFX du visage de MODOK. Oh là là, au secours, à l'aide. Vraiment pour le coup, c'est pas possible. Comment, après tant d'années, tu peux pondre ça? Comment c'est concevable? Mais regarde, la gueule qu'il a, putain, c'est immonde. Et sa mort aussi. Putain, on en parle de sa mort. Hashtag je me suicide pour la bonne cause après avoir voulu tuer tout le monde pendant 2 films. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a sur le personnage. Quand on compare avec la version des comics, ça pique un peu. Ah oui, je sais, faut pas tout comparer aux comics. Ça reste quand même un des méchants
emblématique des comics. C'est pas n'importe qui, c'est un personnage très puissant qui fait beaucoup de mal. Si dans ce film, c'est ça que vous appelez faire du mal, oula, j'ai peur. Bref, comme la plupart des gens, MODOK ne m'a absolument pas convaincu, ni dans ses dialogues avec Ant-Man et Cassie, ni dans sa mort, que je trouve complètement inutile et débile. À la limite, je vous l'accorde, moi j'ai trouvé son costume, avec le masque, hein, plutôt stylé. C'est 2-3 scènes d'action intéressantes aussi, je trouve que pour le coup ça marchait plutôt bien, mais j'aurais préféré que ça ne soit pas un Darren Cross récupéré par Kang, j'aurais préféré un MODOK énervé avec de vraies motivations qui aurait pu apporter quelque chose au MCU dans le futur. Là, je trouve qu'on s'en est débarrassé beaucoup trop vite, qu'on n'en a pas fait quelque chose de vraiment utile, malheureusement. Donc ouais, je rejoins ces nombreux gens qui ont été globalement très déçus par MODOK. C'est dommage. Allez, je vous lâche un 4e point négatif, après promis, on passe sur les points positifs du film. Dernier gros point négatif pour moi, le personnage de Cassie. Déjà, je comprends pas le changement de l'actrice, parce que très honnêtement, elle n'apporte pas grand chose. C'est pas un acting qui, selon moi, justifie un changement d'actrice entre le film Avengers Endgame et le film Ant-Man 3. J'ai pas du tout compris ce truc-là. La seule raison que je trouve à ça, c'est peut-être qu'elle soit importante pour la suite dans les Young Avengers. Sauf que personnellement, de ce que j'ai vu de Cassie dans ce film-là, j'ai pas du tout été convaincu. Honnêtement, de mon point de vue, elle ne sert strictement à rien dans l'histoire. Et honnêtement, même dans ces scènes d'émotion avec Ant-Man, moi, ça m'a pas vraiment touché, ou très très peu. Je suis déjà beaucoup plus touché par la relation entre Ant-Man et Hop. Cassie ne m'a pas touché, je l'ai pas trouvé utile. Voilà, pas plus de choses à dire malheureusement sur ce personnage qui était censé être important. Bon, là je vous ai harcelé de points négatifs, parlons maintenant des points positifs. Il y en a quand même quelques-uns, à commencer par l'histoire de Kang le Conquérant. J'ai adoré. Il y a ce lien entre Loki, la série, et le début du film qui, selon moi, est parfait. Celui qui demeure est décédé, ce qui a du coup libéré la temporalité de Kang le Conquérant. Ça l'a possiblement aussi libéré de son exil. Exil qu'on évoquera un petit peu plus tard, quand je parlerai de la scène post-générique de la première. On suppose que du coup, la mort de celui qui demeure, ça a un petit peu tout chamboulé, ça l'a fait se cracher dans le monde subatomique. Honnêtement, il y a quelques années de ça, vous m'aurez demandé de penser à 2 univers que je ne pensais pas relier un jour. J'aurais clairement répondu Loki et Ant-Man, parce que pour moi, il n'y a aucun rapport entre ces 2 univers. Et pourtant, c'est grâce à ces 2 univers qu'on nous présente le personnage de Kang, donc ça, c'est plutôt fort. Le Conquérant arrive, Kang est de retour, on nous présente ses motivations, ses ambitions, sa vision du monde et de la vie. On comprend et on assiste à différentes conquêtes qu'il a déjà faites auparavant, notamment dans les flashbacks qu'a Janet en touchant son trône. On comprend aussi qu'il s'est fait combattre et bannir par nul autre que lui-même, des variantes de Kang, littéralement. En particulier un qu'on évoquera tout à l'heure. Et pour rappeler un point important, Kang le Conquérant, c'est sûrement le variant de Kang le plus puissant, qui a littéralement un trône pour se déplacer dans le multivers. La plupart des Kang n'ont pas ça. En réalité, il n'y en a même que 2 qui peuvent le faire aussi facilement. Et gros point positif évidemment, le casting de ce personnage de Kang, Jonathan Majors, sublime le personnage. C'est selon moi le truc qui vraiment sauve le film. C'est vrai que sans lui, on se ferait quand même vachement chier. Kang, c'est un coup de cœur. Là, j'avoue que j'ai été époustouflé par la puissance de ce personnage. On le voit en plus à travers ces scènes d'action. Tous les personnages qui osent essayer de le frapper ne font absolument pas le poids face à lui. Il y a 2-3 clins d'œil aux comics qui m'ont fait très plaisir, notamment le moment où t'as Ant-Man et la guêpe qui se mettent en tout petit pour l'attaquer face à lui, et lui il te lâche sa meilleure baffe en mode tapette à mouche, dégage de mon passage. J'ai adoré les scènes où il utilise son pouvoir, les scènes de dialogue, l'interprétation de Jonathan Majors sur ce personnage, une vraie masterclass. Ça sauve littéralement tout le film. Je suis juste dégoûté que cette version soit déjà morte, on va en reparler. Autre point positif, le personnage de Ant-Man. Ant-Man, pour moi, ça reste un personnage que j'apprécie beaucoup, surtout au niveau de ses différentes relations, avec Hop, avec Cassie, même si elles ne m'ont pas beaucoup touché. Mais le problème, on l'a dit, comme les enjeux du film ne sont pas vraiment dingues, on se demande finalement à quoi sert Ant-Man dans le film. Spoiler, à vrai dire, à pas grand chose. C'est un bon perso, ok, mais le scénario
ne met pas en valeur ce personnage dans ce film. Alors oui, il y a des connexions quand même intéressantes avec Kang. Il est intéressant de voir comment Kang arrive à manipuler les différents personnages. Et il faut dire quand même que son dialogue, sa première rencontre avec Ant-Man, est plutôt intéressante. On comprend à quel point il n'a pas peur des Avengers puisqu'il les a déglingués 1 millier de fois, à tel point qu'il arrive à les confondre parce qu'il ne sait plus qui est qui dans l'histoire. Sur ce point-là, la connexion elle est intéressante, ça hype pour la suite, mais par contre, l'intérêt de Ant-Man dans le film en tant que tel, il s'arrête là. C'est dommage quand on sait que le film s'appelle Ant-Man et la guêpe. C'est quand même le comble. Et justement, la guêpe, parlons-en, un personnage que j'ai trouvé aussi peu utile que son père Hank. Le lien émotionnel avec Scott Lang marche très bien, moi ça me touche beaucoup, c'est un couple que j'aime énormément, mais comme pour Cassie et comme pour la plupart des personnages secondaires de ce film, il n'y a pas grand chose. Et son père justement, venons-en, Hank Pym, c'est exactement la même chose, à part montrer qu'il est le premier Ant-Man et qu'il sait parler à des fourmis, à quoi il sert? Dites-le moi, je vous attends, mais pour moi il ne sert à rien. Et pour terminer justement avec les personnages relativement secondaires, même si celui-ci est quand même un peu plus intéressant que les autres, Janet Van Dyne, c'est un petit peu plus intéressant parce que comme je l'ai dit, si Kang le Conquérant est de retour, c'est en partie à cause, grâce à elle, puisqu'elle a aidé à reconstruire le truc qui lui permet de voyager dans le multivers, son trône, faut le rappeler. Sauf que mon problème avec Janet et la révélation de ce qu'elle a fait avec Kang, c'est que c'est étiré les 3/4 du film. Perso les gars, dès la première scène du film, j'ai compris que Janet avait fait quelque chose pour Kang et que c'est de ça dont elle a peur quand elle revient dans le monde quantique. Et du coup, tous les flashbacks qui ont suivi, pendant tout le reste du film, OZF, hein. Moi j'avais compris les gars, j'ai vu ces flashbacks comme étant quelque chose pour combler le film tellement toutes les intrigues hors Kang ne sont pas intéressantes en fait. Bon, là je vous ai donné mon avis sur à peu près tout le film dans sa globalité. J'ai pas parlé du personnage interprété par Bill Murray mais pas du tout intéressant. Et voilà, c'est à peu près tout. Faut vraiment dire qu'il n'y a pas grand chose à dire. Selon moi, bilan de ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant, il y a peu d'enjeux dans le film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Cela dit, ça reste un bon divertissement, on rigole à 2-3 vannes et les scènes d'action sont plutôt stylées même si on n'y voit pas grand chose. Kang est la masterclass du film et probablement même de la saga et de Marvel pour le moment. Et on aura eu l'occasion d'avoir la meilleure scène post-générique qu'on ait jamais eue, mais on va l'évoquer juste après. Revenons sur un point très important. Kang le Conquérant est-il déjà mort? Jusqu'à la première scène post-générique, j'étais persuadé à 100 000% que Kang n'était pas mort. Certes, il se fait exploser par le cœur qui lui permet de voyager à travers le multivers. Il avait survécu à la première, je me suis dit pourquoi pas survivre à la deuxième même s'il en ressort avec des séquelles. Sauf que malheureusement, il semblerait, grâce à la scène post-générique, qu'il soit bel et bien mort. Et moi ça me pose un problème parce que selon moi, la version de Kang la plus intéressante pour affronter les Avengers et pour être le grand méchant de la saga du multivers, eh bien c'était Kang le Conquérant, cette version-là. Malheureusement, apparemment, ça ne sera pas le cas. Je suis extrêmement frustré parce que ces scènes d'action étaient magnifiques, très bluffantes, très puissantes. Et j'aurais tellement aimé le voir dégommer la tête de tous les Avengers avec ses pouvoirs. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Peut-être qu'il y a un variant plus stylé qui arrive, je l'espère. Mais j'avoue que là, à l'heure actuelle, je suis assez frustré que Kang le Conquérant soit déjà mort. Parce que c'est quand même quelqu'un dans les comics. Je suis un petit peu sceptique à ce niveau. Le seul truc que j'espère à la limite, c'est que celui qu'on voit dans la scène post-générique soit peut-être un peu plus méchant que dans les comics. Et cette première scène post-générique, justement, venons-en. Immortus, mesdames et messieurs. Vraiment, je vous dis, cette scène post-générique, c'est la meilleure de toutes qu'on ait connues jusqu'à maintenant. Une scène post-générique qui casse l'une des plus grosses théories de la saga actuelle. Eh bien non, le Kang qu'on aperçoit dans la série Loki, à la fin, celui qui demeure, n'est pas le personnage d'Immortus. Celui qui demeure était un Kang plutôt sage, et du coup c'est ce qui nous avait fait penser que potentiellement c'était Immortus qui se trouvait dans cette demeure-là. Eh bien non, parce que Immortus, on le voit dans cette scène post-générique, et putain de merde, qu'est-ce qu'il est stylé sa grand-mère. Pour faire court, cette scène post-générique nous présente 3
Kang principaux. On a donc Immortus, le plus sage des Kang, le plus vieux, celui qui a vécu le plus de vie. Ramatut, un des plus vieux Kang aussi, qui a décidé de contrôler une partie de l'histoire, je crois, au Moyen-Âge. Et un troisième dont je ne connais pas le nom, c'est juste qu'il est peut-être un petit peu plus robotique parce qu'il a des trucs très bizarres. Il faut retenir qu'ils sont très importants et qu'ils sont 3. Dans un premier temps, il nous confirme malheureusement que Kang le Conquérant est bel et bien décédé. C'est Immortus qui l'affirme et généralement quand il dit quelque chose, Immortus a raison hein, quand on connaît les comics. D'ailleurs, il ne l'appelle pas Kang le Conquérant, il l'appelle l'Exilé. C'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure que le Conquérant avait été vaincu par nul autre que l'un de ses variants, puisqu'il a été entre autres vaincu par Immortus et exilé par celui-ci, d'où le fait qu'il se soit craché dans le monde subatomique au tout début du film. Et du coup, je reviens sur ces 3 Kangs-là, puisque c'est avec eux qu'on découvre le Conseil des Kang. Pour ceux qui ne le savent pas, le Conseil des Kang, c'est un endroit où, je vous le donne en mille, il y a des Kang, et du coup les 3 principaux qui parlent dans cette scène post-générique décident de plusieurs choses. Premièrement, des différentes actions qui ont un rapport direct au multivers. Et deuxièmement, ils décident du sort des différents Kang. C'est-à-dire que si un Kang fait une connerie, comme Kang le Conquérant, eh bien ils organisent un conseil pour savoir ce qu'ils font de lui. C'est pour ça qu'il a été, entre autres, exilé. Ça c'était pour expliquer ce qu'on voit dans cette scène post-générique. On voit littéralement une planche de comics qui est retranscrite en live action avec tous les Kang qui apparaissent dans le conseil, ce qui est trop stylé, parce qu'en plus de ça, ce sont tous des Jonathan Majors, donc c'est trop drôle. Et comme je l'ai dit, ils sont là pour prendre des décisions soit par rapport à des Kang, soit par rapport au multivers. Immortus confirme que Kang le Conquérant est mort, sauf qu'il est mort de la main de quelqu'un d'autre. Il n'est pas mort de la main d'un Kang, ce qui veut donc dire que le multivers est menacé puisque quelqu'un le connaît, en l'occurrence Ant-Man. Et comme l'identité de base de Kang, c'est de contrôler le multivers, méchant ou pas, Immortus décide d'appeler la dynastie des Kang pour combattre les gens qui ont découvert le multivers, alias les Avengers. Vous l'aurez deviné, une scène post-générique qui tease le film Avengers The Kang Dynasty. Et croyez-moi, ça, c'est de la vraie putain de scène post-générique. Les Avengers vont prendre extrêmement cher et j'ai hâte. Et pour bientôt terminer cette vidéo, deuxième scène post-générique, le teasing de la 2e saison de la série Loki. On y voit le Kang qu'il aperçoit en statue à la fin de la saison 1. Un Kang dont on connaît l'identité puisque c'est la version Victor Timely. On est aux abords des années 1900, au tout début. C'est un Kang qui vient du futur, qui est allé dans le passé en ramenant des technologies avancées. Le but étant de percer, de faire carrière en présentant des nouvelles technologies. Des nouvelles technologies, pas vraiment du coup, puisqu'il a juste volé des trucs dans le futur pour les ramener là et pour être connu. C'est pour ça que Kang est un personnage intéressant parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Il y a juste des Kang qui veulent réussir dans différents moments de l'histoire. Mais évidemment, ça va taper dans l'œil de Loki puisque il ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui qui demeure. C'est normal, c'est la même tête, c'est aussi Jonathan Majors. Qu'est-ce qui va se passer avec ce Kang là? Du coup on sait pas trop, mais ce qu'on sait c'est que ça va se passer du coup dans les années 1900. Et moi je suis plutôt intrigué parce que de ce qu'on a vu de la scène post-générique, c'est un truc très vieux, filmé un petit peu à l'ancienne et tout. Donc moi j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner du coup dans la série qui sortira cette année. Là c'est un petit teasing cool, il n'y a pas trop de trucs à dire. On voit un vieux variant de Kang dans les comics, Victor. On a du coup Loki qui va vouloir sûrement le chasser, tout comme il va vouloir chasser Sylvie. Petit teasing sympathique, mais c'est rare qu'on ait du teasing de série dans des films. Jusqu'à maintenant, on a vu qu'un teasing de série dans un film, c'était Black Widow qui teasait la série Hawkeye. C'était pas du tout quelque chose qui était fait dans les autres films, donc là c'est plutôt cool parce que Loki c'est quand même une bonne série, et c'est plutôt logique évidemment parce que c'est relié à Kang. Enfin voilà, je vous ai donné mon avis, ma critique sur le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Si je devais lui donner une note sur 20, faut dire que malheureusement, la note ne serait pas vraiment élevée. À part Kang, malheureusement, je ne vois vraiment rien de très positif dans ce film Ant-Man 3. Si tu enlèves Kang, il n'y a pas de film, donc c'est compliqué. Je vais être un petit peu méchant, parce qu'il y a aussi le fait que je trouve que ça soit pas vraiment un bon lancement de phase 5 dans l'ensemble. Je vais lui donner la note de 12,5 sur 20. Je crois que c'est la pire note que j'ai donnée jusqu'à maintenant. Même Thor, j'étais allé à 15. Et avec du recul, je pourrais peut-être descendre à 12 voire 11 pour Thor 4. Parce que je l'ai revu 2 fois et c'est compliqué. Malheureusement, Ant-Man se perd dans des VFX pas assez travaillés. Avec un scénario très vide, avec des intrigues pas vraiment intéressantes. Le seul truc qui sauve le film, comme j'ai dit, c'est Kang.
mais ça fait pas tout. Donc ça sera un 12,5 pour moi. Cependant, comme je l'ai dit, ça reste un bon divertissement. J'ai quand même passé un bon moment dans la salle de cinéma, surtout que je n'étais pas seul. J'ai quand même la grande chance d'avoir des fans de Marvel dans les gens que j'aime autour de moi. Donc par défaut, et parce que je suis aussi un grand fan de Marvel, ça reste des bons films, des bons moments à partager au cinéma. J'espère que vous avez aussi passé un bon moment devant ce film malgré les quelques points négatifs. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.